Le monde a connu énormément d'épidémies. Grippe espagnole, peste dans le passé. Aujourd'hui, Zika, l'Ebola. Pourtant, il y en a une. Une qui est très marquante, qui continue à tuer, mais qu'on oublie un peu trop vite. Cette épidémie, c'est le sida. Alors on va en parler un petit peu de cette saloperie. À commencer par d'où il vient, et pourquoi elle continue à tuer, et pourquoi elle continue à tuer dans l'ombre. Le sida est le nom de la maladie, pour syndrome d'immunodéficience acquise. C'est le nom de la maladie. Elle est caractérisée par l'affaiblissement du système immunitaire. On désigne sous le nom de VIH les virus responsables. Je dis les virus puisqu'il existe déjà deux types, VIH1 et VIH2. Ils se ressemblent beaucoup, mais ont quelques différences. Alors, d'où viennent ces virus? L'histoire du VIH1 est celle d'abord d'un virus du singe, le VIS. Il était porté par des singes, précisément des chimpanzés du sud Cameroun. Ces singes portaient en eux un virus qui un jour a été transmis à l'homme. Il est très probable qu'il n'y ait eu qu'une seule contamination. Une seule et unique contamination à l'origine de tous les VIH1 répandus dans le monde. Alors, ce premier virus a donc été transmis à un être humain au Cameroun, à une époque qu'on resitue aujourd'hui dans les années 20. Le Cameroun comme le Congo sont des colonies. Il y a donc un commerce intense pour ramener toutes les marchandises pillées dans ces pays, dans le cas du Cameroun, le caoutchouc et l'ivoire. L'ensemble est transporté par le fleuve jusqu'au Congo. Et les personnes qui partent avec transmettent avec elles le virus le long de ce fleuve et surtout l'amènent au Congo. Le virus va ensuite se répandre dans le Congo en suivant différentes voies fluviales mais aussi ferroviaires. Le virus va se répandre progressivement au Congo pendant une vingtaine d'années, jusqu'au début des années 60 où la contamination du virus va exploser. À ce moment-là, c'est un moment charnière, puisque la contamination du virus devient véritablement exponentielle. La croissance du nombre de contaminés est supérieure à celle de la population. Ça peut s'expliquer par plusieurs phénomènes, une mutation chez le virus, mais aussi des changements majeurs. À cette époque, le Congo est en plein bouleversement. Il vient d'acquérir son indépendance vis-à-vis de la puissance coloniale, la Belgique, mais cela ne se fait pas sans heurts. Une série de conflits vont se déclencher dans ce qu'on appelle la crise du Congo. Certains conflits d'ailleurs prennent une dimension internationale avec le soutien tantôt des États-Unis, tantôt du RSS. On retrouve énormément de monde, des para-français, et y compris Che Guevara qui vient donner un coup de main pour faire la guerre. Bref, tout le monde se bat pour imposer son modèle de société et de liberté. Ou plutôt tenter de s'emparer des minerais, Et tant pis pour la population civile. Les gens sont cyniques, voilà. Cette période de conflit intense s'accompagne donc de bouleversements, mouvements de population, guerres, déplacements. C'est aussi une époque où le nombre de personnes utilisant des drogues augmente, et vont donc augmenter la contamination par l'échange de seringues, et où le nombre de travailleurs et travailleuses du sexe augmente aussi, et c'est justement à cette époque-là que le virus explose et commence à se répandre dans les pays voisins notamment. Au même moment, les travailleurs haïtiens, stationnés à Kinshasa, vont être contaminés et vont, en rentrant en Haïti, ramener le virus chez eux. Depuis Haïti, le virus va ensuite migrer et rejoindre les États-Unis, transporté par d'autres personnes. On ne sait pas exactement comment. À ce sujet, on a d'ailleurs longtemps accusé Gay Dugas, un agent de bord québécois d'avoir importé le virus aux États-Unis et de l'avoir massivement transmis à plein d'autres personnes. Si effectivement il était contaminé et l'a transmis à beaucoup de personnes, on sait aujourd'hui qu'il n'est pas la première personne à l'avoir amené aux États-Unis. D'autres personnes étaient déjà contaminées avant, dans des communautés marginalisées, comme la communauté gay ou les personnes consommatrices de drogue, mais aussi des communautés hétéros. On a longtemps accusé Gay Dugas d'être le patient zéro. C'est faux, en fait. Il s'agissait d'une connerie. Il s'était présenté dans une étude et avait effectivement été identifié comme ayant le virus du sida. Et on ne l'avait pas appelé patient zéro, mais patient out of California. Patient qui n'était pas en Californie, qu'on avait abrégé sur les petits tubes à essai, parce qu'il y avait beaucoup de place, en patient O.
erreur de lecture qui est devenue patient zéro et tout le monde l'a accusé. Il faudra attendre 1981 pour qu'une première description clinique de la maladie apparaisse aux États-Unis. 1981. Le virus est apparu en 1920. Et surtout, il faudra attendre encore 2 ans pour qu'on identifie l'origine de la maladie, et en l'occurrence le virus, le VIH1. J'ai évoqué une autre source, le VIH2, beaucoup plus minoritaire. Il est aujourd'hui quasiment exclusivement en Afrique. En effet, c'est un virus qui est beaucoup moins contagieux. Il se propage beaucoup moins que le VIH1 et est resté sur des foyers beaucoup plus localisés en Afrique. Beaucoup moins connu, touchant beaucoup moins de personnes et se propageant beaucoup moins. Il pose un problème pourtant majeur, il est beaucoup plus résistant au traitement. Identifier l'histoire d'un virus, c'est très compliqué. Un travail assez formidable a été fait pour retracer, à partir de tous les virus connus, leur histoire, c'est-à-dire leur arbre phylogénétique, qui est un petit peu leur arbre évolutif. On a pris tous les échantillons de virus qu'on connaît actuellement, et quelques vieux échantillons, le plus vieux échantillon remontant seulement à 1959. Et partant de là, en estimant combien de temps il a fallu pour que le virus mute, les chercheurs ont réussi à identifier cette origine et ont pu montrer qu'il y avait a priori une origine commune. Le fait qu'il y ait une origine commune est très intéressant. Contrairement à des virus comme l'Ebola, où il y a sans cesse des contaminations de l'animal à l'homme, le virus ne se contamine plus de l'être humain à l'homme. Il y a eu 2 contaminations, une pour le VIH1, une pour le VIH2. Il est donc tout à fait envisageable d'éradiquer un jour le VIH. Théoriquement, d'accord, parce qu'il faudra vraiment un jour qu'on traite tous les gens, qu'on utilise à fond les moyens de prévention, mais voilà, c'est théoriquement possible. Contrairement à des virus comme l'Ebola, qu'on ne pourra pas, sauf à détruire toute la population animale qui sert de réservoir. Ok, comment il fonctionne ce putain de virus? Comment il arrive à faire autant de dégâts? Alors déjà, il y a une chose à savoir, on ne meurt pas du VIH. En tout cas, non. En tout cas, on n'en meurt pas directement. C'est important. Ce virus s'attaque à des cellules. Les cellules lymphocytes T4 sont des cellules qui participent à notre système immunitaire pour nous défendre contre tous les organismes étrangers. Bactéries, virus, cellules cancéreuses, parasites. Le système immunitaire élimine tout ce qui est d'étranger, tout ce qui nous rend malades notamment. Mais, en attaquant et en tuant les cellules lymphocytes T4, le VIH, que ce soit 1 ou 2, le mécanisme est de toute façon le même, le virus empêche le système immunitaire de jouer son rôle. Et c'est là que d'autres maladies interviennent, que d'autres maladies vont profiter de ce terrain libre pour se répandre, et c'est ces maladies-là qui vont tuer les gens. Un virus est beaucoup plus petit qu'une cellule. Le VIH se lie à des récepteurs, les molécules CD4, à la surface des cellules. Le virus transporte avec lui son génome sous forme d'un ARN et diverses protéines. L'ensemble est protégé par une capside, elle-même entourée d'une membrane. La membrane du virus va ensuite fusionner avec la membrane de la cellule, ce qui permet à la capside de pénétrer dans la cellule. Une protéine du virus, la transcriptase inverse, va transformer l'ARN, d'abord sous forme d'un complexe, ARN-ADN, puis sous forme d'un ADN double brin. Ensuite, la capside est détruite, et une autre protéine du virus va intégrer le génome du virus dans celui de la cellule. Là, la cellule va alors se mettre à produire des ARN à partir du génome du virus qu'elle a intégré. Et vont servir ensuite, en détournant la machinerie cellulaire, à produire les différents composants utilisés par le virus. Les virions s'accumulent alors dans la cellule et sortent de la cellule, détruisant celle-ci au passage. Ces virions, encore immatures, vont finir de maturer dans l'environnement extérieur de la cellule, puis ils vont ensuite aller rejoindre d'autres cellules pour les infecter à leur tour et ensuite les tuer. Aujourd'hui, il existe un traitement. On parle de trithérapie. Toutefois, ce n'est pas exactement une guérison. Elle l'est au sens clinique. Il y a à ce moment-là plus de virus présents dans le sang, plus de virus dans les fluides biologiques, la personne n'est plus contagieuse, la personne est tout à fait saine et ne peut pas, à ce moment-là, avoir une vie normale. Mais il faut quand même continuer le traitement. Et c'est là que c'est important parce que dans le sein de nos cellules, le génome du VIH reste. Et le traitement est absolument nécessaire pour empêcher le virus de se répandre à nouveau. C'est pour ça que le traitement
que la trithérapie, c'est pas le bout. On n'a pas vaincu le sida avec. On l'empêche juste de faire des dégâts. On le garde sous contrôle. Mais c'est tout ce qu'on fait. Et c'est pour ça que les gens contaminés par le VIH prennent les trithérapies à vie. Voilà. C'est juste quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Avec des traitements qui sont assez lourds. Même si ces dernières années, on a réussi à améliorer en redosant les médicaments pour faire en sorte qu'il y ait moins de médicaments à prendre et surtout sur des plages réduites. Pour éviter aux personnes d'avoir à se réveiller toutes les 4 heures pour prendre certains médicaments. Bon, ça c'est le traitement. Mais il y a toujours moyen de prévenir. Mieux vaut prévenir que guérir, comme dirait l'autre. Alors, la prévention. Bon, vous connaissez vos classiques, hein. Préservatifs internes et externes, pour éviter les contaminations par les voies sexuelles. Mais il n'y a pas que ça dans les voies sexuelles. Hein. Mais il n'y a pas que la pénétration, d'accord? Ça vaut peine pour les pénétrations vaginales et anales, d'accord? Mais il y a toute la sexualité bucco-génitale, où là il y a toujours possibilité de contamination, les fellations y compris, hein, voilà. Tous ces moyens-là. Les digues dentaires peuvent proposer une alternative pour permettre de maintenir vos activités sexuelles, on va dire. Vous pouvez faire la chose. Oui, on va dire comme ça. Vous pouvez faire la chose, mais voilà, il y a des membranes de latex à mettre à des endroits. Alors, où est-ce qu'on en trouve? Bon, les préservatifs, vous en trouvez un peu partout, hein, distributeurs, pharmacie, supérette, voilà. Pour tout ce qui est un peu plus complexe, alors capote sans latex ou autre, faut se rapprocher parfois d'Asso. Des kits complets avec des gants, des préservatifs internes et externes. Vous trouvez ça auprès d'associations de lutte, notamment des assos comme AIDS par exemple ou ACT UP. Il y a d'autres moyens de contamination, hein. Les sextoys aussi. Hein. Sextoy, usage perso ou alors vous infectez et vous mettez bien une capote. Ouais. Par là aussi, hein, ça passe. Je vous mets en lien une vidéo de Prince-Princesse LGBT qui résume tout, effectivement. Donc, vous n'avez pas d'excuses. Voilà. Et c'est pas parce que vous ne savez pas qu'il n'y a pas de risque. Il faut absolument être au courant. Parlez-en autour de vous, etc. Votre partenaire ou vos partenaires. Autre moyen, tristement connu, les transfusions sanguines. C'est un des pires moyens pour transmettre le sida, et d'autres maladies d'ailleurs. Hein. Aujourd'hui, l'établissement français du sang qui gère les transfusions sanguines fait très attention, la faible sang contaminé est passée par là, mais c'est pour ça qu'il y a des questionnaires, il ne faut absolument pas mentir là-dessus. Ils sont très tatillons, mais c'est malheureusement le prix à payer pour éviter les contaminations. En tout cas, limiter le risque. Il y a la prévention, mais parfois les accidents arrivent, hein. La capote qui se déchire et tout. Je vous l'avais mal mis, hein. Ça peut arriver, hein. Dans ces cas-là, on sait que les premières heures après exposition du virus sont hyper critiques. C'est la phase importante. C'est là où on peut vraiment changer votre vie. Ça se joue sur les 48 premières heures. Pour ça, il y a ce qu'on appelle le TPE, traitement post-exposition. C'est un traitement fort qui va vous permettre d'éviter, dans la majorité des cas, d'être contaminé par le virus si jamais vous avez été contaminé. Par exemple, un rapport avec quelqu'un qui a le virus, le préservatif se déchire, voilà, contamination possible, et là, vraiment, agissez tout de suite, parce que là, ça peut, dans 80% des cas, vous empêcher d'avoir la trithérapie à vie et de ne pas être contaminé. Vraiment, faites-le. Et vous dépister, pareil, les assos comme AIDS. On parle du sida, là, son origine, enfin, on sait comment il marche, on sait d'où il vient maintenant. Pourtant, le sida, il y a quelque chose. Il y a quelque chose de particulier, il y a toujours cette peur. Cette première épidémie, depuis la Seconde Guerre mondiale, nous renvoie à nos peurs ancestrales, nos peurs de ces épidémies ancestrales, la peste noire, par exemple, qui a ravagé l'Europe. Et surtout, dans les premiers temps de la maladie, on ne sait rien. Ni la médecine ni la science n'apportent de réponse. Et c'est ça qui finalement fait déjà peur dans un premier temps, on ne sait pas. Et à cette première peur originelle va s'ajouter une série de peurs. D'abord, des affaires comme le sang contaminé vont ébranler la confiance qu'on a dans la médecine. Le système médical, les acteurs de ce système, sont pris en défaut.
Ils n'ont pas anticipé le virus. Ils n'ont pas su agir pour nous protéger. Ce qui a créé un flot de victimes. On a peur. Les médecins deviennent pour nous responsables et ils n'ont pas su nous protéger comme on les attendait. Et puis, il y a la propagation. Le sexe, l'usage de drogue. Ces deux grandes voies-là. On touche à deux grands tabous. Pourquoi? La drogue, déjà, c'est quelque chose d'illégal, c'est quelque chose qui crée de la tension. Difficile d'expliquer qu'on prend de la drogue. Voilà. On tend à marginaliser les personnes consommant des stupéfiants. Notamment en raison de l'illégalité, mais pas que. À côté, il y a le sexe. Si de faire plus grand tabou dans nos sociétés. On n'en parle pas tellement finalement. Je veux dire, c'est... Qu'est-ce qui... Partie c'est interdit. On n'en parle pas. Parce qu'on peut en avoir honte. Avec qui on l'a fait, avec quoi, comment, avec combien de personnes, bref. Il y a ces interdits, il y a les non-dits. Le sida se répand sur nos peurs, sur nos non-dits. Et c'est là parce que finalement, une personne qui est demain contaminée par le virus va devoir s'interroger, peut-être révéler une partie de sa vie sexuelle qu'elle n'avait pas forcément envie de révéler. On a dit que les personnes usagères de drogue, mais aussi avec les travailleurs du sexe, les homosexuels. Le virus a aussi touché des communautés qui étaient marginalisées, qui ont des problèmes qui ne sont pas forcément reçus aussi bien par les communautés médicales, par le système médical. Cette exclusion a favorisé cette contamination silencieuse du virus qui s'est répandue dans la communauté qui n'avait pas forcément autant accès aux médecins. Face à l'exclusion, face à l'absence de réponse du système médical et du système scientifique, les malades vont avoir tendance à se regrouper. On retrouve ces phénomènes dans des maladies longues comme le cancer, encore très récemment avec le lévothyrox, on s'en est aperçu. Le recours de malades permet de faire avancer les choses. Toutefois, le sida a quelque chose d'encore très particulier, puisque ce regroupement se fait de manière très importante et de très belles choses ont émergé. Au début, les premières vagues d'associations, c'est dans le cas de l'association AIDS, c'est le regroupement de malades pour discuter entre eux, organiser des échanges de connaissances, de bonnes pratiques que les médecins après ne connaissent pas forcément toujours. Ces sessions vont aussi permettre de faire le lien entre l'ensemble des malades représentés par l'association, y compris différentes communautés, plus ou moins marginalisées, avec les systèmes en place, système médical et système scientifique. Ce passage va tellement loin que certaines associations vont être partie prenante d'essais thérapeutiques. Alors, cette première vague d'associations ne suffit pas toujours, et face à l'urgence, à une époque où les traitements n'existaient pas, les gens mouraient rapidement, une deuxième vague d'associations va apparaître, portée là aussi sur la colère. Aux États-Unis, on voit apparaître notamment ce qu'on appelle les Buyers Club, ces groupes informels qui vont organiser la contrebande de médicaments. Il s'agit pour eux d'acheter des médicaments, de se les fournir, notamment à l'étranger, et de les fournir à des malades aux États-Unis qui n'ont pas accès à des traitements parce que pas encore autorisés. Cette pratique est illustrée dans le film Dallas Buyers Club, un film très intéressant qui montre assez bien cette pratique. Il charge un petit peu sur la ZT quand même pour rendre ton propos un peu binaire, un peu lisible, mais c'est assez ça. Si ce n'est que Jared Leto joue un rôle de femme trans, c'est juste... Mais sinon c'est dommage que le reste du film est super. Je vous le recommande, sauf si vous êtes trans, vous êtes un peu sensible. Ça, c'est du DDC. Il agit comme un antiviral, similaire à la ZT, mais moins toxique. Et ça, c'est du peptide T. C'est une protéine, pas toxique du tout. Les premières études ont démontré que ça agit à plusieurs niveaux. C'est ce que je vous donne depuis que vous êtes ici. Et on peut pas en acheter aux États-Unis? Pas approuvé, non. Merde! Je vais les donner gratuitement, en vendant des abonnements. Tu cotises $400 par mois et t'as tous les médicaments qu'il te faut. Bienvenue au Dallas Buyers Club. La loi peut parfois manquer de bon sens. Et quand une personne se retrouve atteinte d'une maladie incurable,
Elle devrait avoir le droit de prendre à peu près tout ce qu'elle veut pour alléger ses souffrances, mais c'est contre la loi. D'autres associations émergent pour aussi contester sur un plan beaucoup plus politique. C'est notamment le cas d'ACT UP, que ce soit aux États-Unis ou en France. Bien entendu, c'est obligé d'en parler. Le film 120 battements par minute raconte l'histoire de ce militant français d'ACT UP à Paris. Une histoire... C'est juste vraiment un super beau film et il n'y a rien à redire, il est superbe. Voilà. Allez le voir et préparez les mouchoirs. J'en dis pas plus, mais il est vraiment super. Ensemble, nous pouvons unir nos forces pour résister à l'épidémie et aux problèmes sociaux qu'elle engendre. Bon, c'est bon. Melton Farm! Assassin! Mais ils sont fous, mais c'est quoi? Melton Farm! Assassin! T'as du sang sur les mains! Melton Farm! Assassin! T'as du sang sur les mains! Ces associations contestataires vont changer de registre. C'est-à-dire effectivement ne plus juste être des messagers, mais cette fois agir pour faire changer l'opinion, effectivement, pour faire changer l'opinion. Soit l'ensemble, des actions type Pride ou autre, soit effectivement des actions beaucoup plus ciblées contre les laboratoires, contre des dirigeants. Monsieur Hervé Guémard, Minister of Health of the Republic of France. Monsieur Guémard, complice du sida, le gouvernement français expulse les malades étrangers vivant avec le sida. Vous les condamnez à mort. Vous devriez avoir honte de parler ici face à des malades du sida. Shame, shame, shame. Mr. Guémard, you are an AIDS criminal. Your government deports undocumented residents, people you deign to call illegal, people living with AIDS. You sentence them to death. You should be ashamed speaking here in front of these civil people, in front of people living with AIDS. Shame! Cette critique, parfois violente, confinant parfois à des obéissances civiles, est née de la colère, effectivement, face à l'inaction, réelle ou supposée, d'acteurs du système médical, laboratoire, agents de santé, gouvernement, etc. Cette critique va aussi s'élargir, effectivement. Plutôt que d'agir sur uniquement les personnes atteintes du sida, vivant des communautés marginalisées, des associations comme ACT UP vont élargir leur critique, effectivement, à l'ensemble de ces communautés. Les personnes LGBT, notamment homosexuelles, qui ont le sida sont stigmatisées. La critique va aussi s'étendre sur toute la stigmatisation des personnes homosexuelles, séropositives ou non. Des personnes atteintes du sida en situation irrégulière sont expulsées. Les associations vont se mobiliser contre les expulsions en général, et pas juste dans son cas. Car aussi contre les prisons, contre la stigmatisation des personnes travailleurs et travailleuses du sexe. D'une défense des minorités touchées par le sida, on passe à une contestation systématique des exclusions, pas seulement celles provoquées par le sida. Malgré l'apparition des trithérapies, malgré les moyens de prévention, les contaminations continuent. 1,8 million de personnes ont été contaminées dans le monde par le sida en 2016. C'est énorme, et c'est beaucoup trop. Là encore, une nouvelle fracture apparaît. L'infection des contaminations a lieu dans les pays d'Afrique, et dans les pays pauvres en général. C'est encore une fois des personnes qui n'ont pas accès au traitement, pas accès aux tests de dépistage. Alors qu'on oublierait presque l'épidémie en Europe, tellement on a les moyens, effectivement, de réussir à traiter, à diagnostiquer tôt, même si ce n'est pas encore suffisant. On a oublié que dans les pays du Sud, dans les pays marginalisés, on a le sida qui fait encore plein de ravages, encore une fois. Et c'est d'autant plus anormal et amoral que les contributions à la recherche contre le sida sont en baisse. Spécifiquement contre le sida, et de manière générale dans toute la recherche, notamment en France. C'est juste criminel quand on voit le nombre de morts. Le combat continue des associations comme AIDS ou ACT UP, ou encore d'autres associations, dont les associations LGBT, continuent à faire en sorte de faire de l'éducation, à répandre encore les moyens de prévention, à sensibiliser. Il est anormal aujourd'hui qu'aussi peu de gens soient au courant de l'existence du traitement post-exposition. Et d'autres combats continuent. Ils vont jusqu'à mettre leur vie en danger pour protester contre les franchises médicales. Plusieurs patients ont décidé d'arrêter leur traitement pour interpeller le gouvernement. L'un d'entre eux est atteint du sida. Il faut dire que pour les malades chroniques, cette franchise de 50 € par an n'est pas supportable financièrement et symboliquement.
Et ça m'a rappelé tout à fait le début de la lutte contre le sida, où ce sont les patients qui s'organisaient pour dire non à telle et telle injustice. Il a entamé une grève de ses soins contre le VIH pour protester contre la mise en place des franchises médicales par Nicolas Sarkozy. Il finira par obtenir gain de cause quelques années plus tard, malheureusement trop tard, et il mourra avant de voir le résultat. Franchise médicale qui était donc une surcote, une somme supplémentaire à payer par les patients sur leurs frais médicaux, qui aurait notamment pénalisé toutes les personnes allant régulièrement se soigner, notamment les personnes atteintes de maladies chroniques, sida compris. La lutte contre le VIH continue aujourd'hui. Loin des caméras des politiques, elle continue. La science continue à chercher effectivement un moyen de se débarrasser définitivement du virus. Les associations se mobilisent pour lutter contre la discrimination et pour aider les malades. Le combat continue. Loin des caméras des politiques, mais il continue.